Bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir amis téléspectatrices. Monsieur Bruno Amoussou, bonsoir. Bonsoir. On ne vous a pas entendu depuis le scrutin du 13 mars dernier. Les grandes douleurs sont muettes, dit-on. Ce soir, nous espérons partager avec vous un rare moment d'élégance et de clarté, puisque nous vous savons mûris d'un vibrant amour pour notre pays commun, le Bénin. Nous ne vous imposons pas le politiquement correct. Le scrutin du 13 mars nous a révélé un spectacle catastrophe, celui de l'effondrement de nos élites politiques. Les Béninois n'ont pas obéi à la sphère médiatique et aux injonctions de la pensée cotonoise. Tout vous destinait au sommet, vous ne finissez pas de remonter la pente. Vous avez reniflé le pouvoir, vous l'avez senti à portée de main et il vous a échappé, au point où vous ne voulez plus rien entendre. Votre candidat Adrien Humbedi, c'est scisif en politique. Vous nous direz si vous demandez l'annulation d'un scrutin que vous dites avoir gagné. Est-ce que vous soutenez la République d'Adjina puisque votre candidat s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle? Vous allez nous expliquer comment la fraude s'est étendue aux Béninois de l'extérieur puisque là encore vous avez perdu. Pour vous interroger, mon confrère Rodrigue Azinogbe est venu tout droit de Cotonou, tout droit de Parakou et moi. Rodrigue, bonsoir. Bonsoir Malik. Monsieur Bruno Amoussou, bonsoir. Bonsoir. Dans une interview très récente sur une radio très internationale, que je ne vais pas nommer, le porte-parole du candidat Boniaï, je vais nommer Monsieur De Souza, disait que votre candidat, Adrien Humbedi, a reçu une raclée mémorable. Est-ce que vous êtes du même avis que lui? Peut-être que il faudrait commencer d'abord par savoir quelle est l'origine de la raclée. L'origine de la raclée, c'est la fraude. Et si c'est la fraude, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de redresser la situation pour retrouver la volonté des Béninois. Et la fraude, parce que depuis que cette élection a eu lieu, oui, c'est le mot qu'on entend au niveau de l'Union fait la nation. C'est vrai que les autres candidats aussi, leur état-major se sont joints à vous à un certain moment. Mais vous persistez à dire depuis le 14 mars et depuis aussi les proclamations par la Sénat et par la Cour constitutionnelle qu'il y a eu fraude. Oui, c'est tellement évident qu'il n'y a même pas de débat là-dessus, il n'y a même pas de commentaire à faire. Lorsque vous allez à des élections sans liste électorale, où on n'a pas pu savoir qui sont ceux qui s'en vont voter, lorsque vous allez à des élections où on ne connaît pas les conditions pour aller voter, lorsque vous allez à des élections où chaque électeur peut posséder plusieurs cartes légalement. Lorsque vous allez à des élections comme ça, et que chaque électeur peut voter dans le bureau de vote de son choix, lorsque toutes ces conditions sont remplies, je crois qu'il n'y a plus qu'à dire à tous les fraudeurs, allez-y. Remontons la pente. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, selon vous? Mais on en est arrivé là parce que nous avons voulu d'un instrument qui s'appelle la LEPI, qui est un très bel instrument. Mais depuis le départ, nous avons dit que les conditions dans lesquelles cette LEPI est en train d'être bâtie, confectionnée, que ces conditions feront de cet instrument désiré un instrument de légalisation de la fraude. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, nous avons montré par quelques petites vidéos les jeunes gens, les petits élèves qui sont en train de voter avec des cartes d'électeurs qui leur ont été délivrées. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, mais enfin, c'est le système ça. Et je prie tout le monde de voir que lorsqu'un système électoral est capable de permettre des votes multiples, ce système est pollué. Oui, mais Monsieur le Président de l'Union fait la nation. Tout le temps, on a vu l'Union monter au créneau après les élections pour parler de la fraude. Oui. Mais est-ce qu'il y a des cas palpables qui étayent votre argumentation? Est-ce qu'on a arrêté des compatriotes qui ont voté plusieurs fois dans des bureaux de vote? Est-ce que des constats d'huissier existent? Est-ce que toutes ces récriminations de votre camp, est-ce que cela s'est passé unanimement sur le territoire national? Parce qu'on a vu que l'Union fait la nation, ou du moins les leaders de l'Union fait la nation, chacun en dehors du candidat lui-même ont reculé dans leurs fiefs respectifs.
Je pense que si l'on regarde le déroulement du scrutin, on peut aisément s'apercevoir que la proclamation qui a été faite par le résultat donné par la Sénat et la proclamation faite par la Cour constitutionnelle méritait d'être corrigée. Pourquoi? La question principale qui s'est posée pendant ces élections, c'est le vote par dérogation. Vous voyez, les citoyens peuvent, avec une carte, aller voter. Et ils peuvent voter dans n'importe quel bureau de vote. Et en même temps, le système délivre à chacun 4, 5, 10 cartes. Donc si vous avez 10 cartes, vous pouvez passer de bureau de vote en bureau de vote. Et l'encre indélébile? Non. Vous n'avez même pas besoin de le faire vous-même. Si vous remettez la carte à quelqu'un, il peut aller voter puisqu'il n'y a aucun contrôle de paternité sur chaque carte. Regardez tout le scrutin qui s'est passé. Aucun bureau de vote, aucun président de bureau de vote ne lève la tête pour voir si la photo de celui qui est devant lui et la carte que c'est la même chose. C'est normal parce que c'est quelque chose de neuf. Mais non, c'est pas parce que c'est quelque chose de neuf. C'est le jour du vote qu'il a été décidé que chaque électeur pourra voter là où il veut, d'autant plus qu'il y avait des problèmes par rapport à ceux qui ont été enrôlés la veille ou l'avant-veille. Mais lorsque vous avez remarqué que l'on pouvait voter n'importe où et que cela aurait pu poser des problèmes, pourquoi vous n'avez pas réagi immédiatement et vous avez attendu la proclamation pour mettre en place un système pour parer à cette fraude de contrôle? La décision de la Sénat date du 12 la mars, veille du vote. Du 12 mars à 21h. Et vous voulez que nous... Vous avez été mis au courant, vous avez quand même des représentants au niveau de la Sénat. La Sénat a pris sa décision le 12 mars. Et vous me demandez pourquoi nous n'avons pas protesté ou pourquoi nous n'avons pas pris des mesures correctives. Regardez, je prends l'exemple des seuls bureaux de vote. La loi dit que vous devez désigner des représentants, des gens pour vous représenter dans des bureaux de vote. La Sénat décide que le jour du bureau de vote, le jour du vote, le jour du vote, qu'on peut créer des bureaux de vote. Comment vous pouvez aller désigner des représentants dans des bureaux de vote qui se créent à chaque instant et au moment où on en a besoin, on en crée? Et comment vous ne connaissez même pas la liste des bureaux de vote de départ, vous ne savez même pas. Est-ce que ce n'est pas les effets collatéraux par rapport à la loi dérogatoire que l'Assemblée nationale a eu à voter? Non. Vous savez, cette loi dérogatoire a servi de prétexte. Ce n'est pas la loi dérogatoire qui a empêché la CPS Mirena de publier la liste électorale permanente informatisée. La loi dit qu'il faut publier, il faut établir, publier la LEPI. Mais le jour du vote, il n'y avait pas de LEPI. Oui, mais ça n'a pas été publié. Mais malgré ça, vous avez été au vote. Oui. Pourquoi? Mais parce que nous espérions que le jour du bureau de vote, nous disposerions de la liste, puisque tous les jours, les représentants de la Mirena et de la CPS ne cessent de rassurer pour dire c'est là, c'est fait, soyez rassurés, il n'y a aucun problème. Mais c'est le jour du vote qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas là. Et que l'assurance qui nous a été donnée... Vous voulez dire que vous êtes tombé dans un piège, c'est ça? Mais bien entendu. Mais ça va être surprenant, c'est surprenant parce que pourquoi? Vous êtes, disons, comme entre griffes, des vieux, des dinosaures de la politique. Oui. Et ça va être difficile de comprendre que vous êtes laissé berner, disons, par des jeunes loups. Non. Que disait la population elle-même? Lorsque le peuple se trompe, il faut l'accompagner pour qu'il puisse comprendre. Qu'est-ce que la population disait? Chaque fois que le superviseur général intervenait sur toutes les chaînes, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et tous les jours, on fixe une date. Et quand nous disions que cette date ne pouvait pas être respectée, mais c'était nous qui étions les fraudeurs, les gens qui ne voulaient pas. Mais la réalité, le jour du scrutin, cela a éclaté. Non seulement il n'y avait pas de liste électorale, il n'y avait pas de liste de bureau de vote. C'est la première fois que ça arrive dans notre pays. Mais le jour même du vote, on prend des hélicoptères pour aller délivrer des bulletins
Et où? Et où? Dans la commune d'origine du candidat, c'est parce qu'il y avait du des président en exercice. Non, même s'il y avait des problèmes, c'est ça, c'est là seul qui avait des problèmes. Et on prend l'hélicoptère pour prendre des bulletins et aller poser là. Pourquoi il y a eu problème là-bas? Pourquoi il y a eu pénurie de bulletins de vote dès le départ? C'est une mauvaise organisation de la Sénat. Oh là là. Vous n'avez pas des représentants dans cette commune? Ça. Comment? Vous n'avez pas des représentants dans cette commune? Oui. Mais si l'organisateur des élections n'amène pas les bulletins de vote sur les lieux du vote, que peut faire le représentant? Il ne peut rien faire. Je veux dire de la façon la plus claire possible. Il faut que nos téléspectateurs comprennent une chose. Nous avons été à des élections calamiteuses qui ont permis et légalisé la fraude par trois canaux essentiels. On a délivré des cartes d'électeurs à des mineurs. Nous l'avons montré par vidéo. On a permis à des personnes de détenir plusieurs cartes d'électeurs et on a autorisé chaque personne détenteur de carte d'électeur à aller voter dans le bureau de vote de son choix et on a institué un système dérogatoire généralisé qui fait que on ne peut pas proclamer les résultats de façon claire et transparente sans saisir et traiter les informations qui sont dans les registres de dérogation. Parce que c'est quand vous votez avec une carte et que vous votez dans un bureau de vote, si vous allez dans un autre bureau de vote voter avec une autre carte, c'est dans le registre de dérogation que ça s'inscrit. Donc si on ne saisit pas les données qui se trouvent dans les registres dérogatoires pour les comparer avec les données qui sont sur les listes ordinaires, on ne peut pas s'apercevoir des doubles votes. Oui, mais monsieur le Président. Donc, or, lorsqu'on regarde le nombre des votants par dérogation, on se rend bien compte qu'il y a là un gisement fécond de fraude. Et lorsqu'on regarde dans les régions où il a eu le plus de votes dérogatoires, on se rend bien compte. Vous trouvez que c'est un vote calamiteux? Oui. Il y a eu des observateurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, qui ont décerné un satisfecit. Vous savez, les observateurs internationaux ont raté une occasion de se taire. Parce que eux, ils ne regardent... Quand on dit ça s'est bien passé, ça veut dire qu'il n'y a pas de violence physique. On n'a pas blessé de gens, les gens ne se sont pas battus, ils étaient en rang. Dans le vidéo que nous avons montré pour montrer le vote des mineurs, vous voyez bien les mineurs alignés et vous voyez... Mais pourquoi vos partisans ne pouvaient pas les extraire des rangs? C'est dans quelle commune? Tiens. Vous voulez là aller extraire par la force d'un candidat des mineurs qui sont alignés et devant le représentant de la Cour constitutionnelle, devant le bureau de vote et le représentant qui déclare que tout se passe normalement. Les observateurs, je disais qu'ils ont raté une occasion de se taire parce que ils ont vu tout de même. Lorsqu'on dit que l'élection s'est passée suivant les standards internationaux, est-ce qu'il y a un standard international qui dit qu'on va aux élections sans liste électorale? Est-ce qu'il y a un standard international qui dit qu'on va à des élections sans bureau de vote? Et voilà des observateurs qui observent un vote, qui ne sont pas capables de dire le taux de participation, puisqu'on ne connaît pas le nombre d'électeurs. Ils ne sont pas en mesure de dire le taux de participation et disent que c'est conforme aux standards internationaux. C'est dans quel pays ça? Oui, mais monsieur le Président Bruno Amousou, franchement, c'est où ça? Actuellement, lorsqu'on vous suit, on voit au moins que au niveau de l'Union, il y a une clarté, vous dénoncez des fraudes. Oui. Pourtant, lorsqu'on a suivi des votes, au lendemain de cette élection, par votre personne, on les a entendus dire, nous avons gagné ces élections, nous avons ci, nous avons ça. Oui. Mais c'est maintenant que le discours est en train de changer. Non, pas du tout. Non. Vous ne nous avez pas entendu le soir même des élections.
nous avons dit, nous avons gagné les élections et qu'il y a eu fraude massive dès le soir. Et vous regardez les discours qui ont eu lieu à ce soir électoral. Tout le monde a observé que dès la fermeture des bureaux de vote, les discours qui sont tenus, disons, allaient avec plein de nuances. Nous avions commencé, nous, par dire, attendons le dépouillement des votes pour voir, et vous verrez que nous avons gagné. Oui, mais vous avez gagné sur la base de quoi? Vous avez des chiffres de dépouillement puisque vous avez des représentants dans les bureaux de vote. Oui. Ces chiffres, est-ce que vous avez comparé avec les chiffres que la Sénat a donnés et que la Cour constitutionnelle a donnés? Le chiffre a de sens à partir de son origine. Si vous remplissez une urne et que vous comptez ce qu'il y a dedans... Comment remplit-on des urnes transparentes? Mais bien sûr, lorsqu'on a changé, on a nommé soi-même les membres du bureau de vote et non les membres que la Sénat a désignés pour présider le bureau de vote, pour organiser le vote. Lorsqu'on les a... Ça s'est passé où? Dans le pays. Je ne veux pas, disons, particulariser, puisque la dernière fois que je l'ai fait, je considérais que c'était très partisan et autres. La Cour constitutionnelle, la Sénat ont vu, sûrement, et vous avez entendu le coordonnateur de la Sénat, du Borgo Alibori dire... C'est le seul qui a osé parler. Il a osé parler. Heureusement... C'est le seul que vous... ce sont les propos de ce seul-là que vous utilisez. Parce que c'est lui qui a parlé de l'hélicoptère dont vous parlez tout à l'heure. Non, non, c'est pas lui qui a parlé de l'hélicoptère. Tout le monde a vu l'hélicoptère. Tout le monde a vu l'hélicoptère se poser, décharger les bulletins. C'est pas lui qui en a parlé. Finalement, vous avez quel chiffre? Et sur quel chiffre vous vous basez pour dire que vous avez gagné? Voilà, vous me permettez d'expliquer pour dire les chiffres n'ont de sens que lorsqu'on les purge des fraudes, des erreurs. Sinon, un chiffre en soi n'a aucune signification. Si vous additionnez des chiffres faux, vous aurez un résultat faux. Donc, il ne suffit pas de comparer des chiffres, il faut comparer des chiffres purgés des erreurs, des éléments frauduleux qui se trouvent dans ces chiffres. Et quand vous faites ça, vous avez un résultat qui traduit la volonté des électeurs. Et c'est ce que nous demandons. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que si on ne traite pas les registres dérogatoires, si on ne traite pas, si on n'expurge pas les chiffres des éléments des bureaux fictifs créés illégalement, si on ne les purge pas, mais bien sûr qu'en additionnant, on peut arriver à n'importe quoi. Oui, mais monsieur le Président. Et c'est ça qui est le... Oui, mais monsieur le Président, pour que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent bien, vous dites que au regard des chiffres sortis des urnes, les résultats sortis des urnes, je ne veux pas parler si c'est avant qu'on aille aux urnes, comment c'est fait, mais les résultats qui sont sortis des urnes, si on additionne ces chiffres-là, que vous êtes perdant, mais si on essaie de prendre la loupe pour voir est-ce que ce sont les chiffres qui devaient sortir des urnes, est-ce qu'on doit purger ces chiffres-là, que c'est à ce moment que vous êtes gagnant? Non, c'est pas ça mon raisonnement. Mon raisonnement est de dire aucun chiffre, quel qu'il soit, un chiffre n'a de signification que s'il traduit une réalité. Donc, si vous inventez des chiffres, par exemple, et que vous les additionnez, et que vous dites... Les chiffres de la Sénat ont été inventés? Si, mais vous savez ce qui s'est passé là-bas? Vous avez bien vu une lettre qui dit de ne pas tenir compte des verrous qui permettent d'expurger les résultats des résultats faux. Vous avez bien vu la lettre signée de Jacques Théoïdre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pendant qu'on est en train de saisir, on s'est aperçu que ces chiffres-là sont des chiffres faux. Et on a décidé de les intégrer quand même. Et vous voulez que lorsqu'on a fait ça, qu'on a écrit noir sur blanc, quelque chose comme ça, et qu'on l'a fait, et qu'on le fait, pardon, et quand on a fait ça, on fait une bataille de chiffres pour dire, bon, mais si celui-là a tel chiffre, l'autre a tel chiffre, les chiffres qu'il faut comparer, nous continuons de le dire, sont des chiffres expurgés. Ça veut dire quoi? La Sénat a mis un logiciel en place
pour saisir les chiffres. Il est en train de saisir les chiffres, il voit que le système rejette un résultat parce que ce résultat n'est pas correct. Normalement, on laisse ce résultat, on ne l'intègre pas. Mais la décision qui a été prise, c'est de modifier le logiciel pour permettre aux faux chiffres d'être intégrés. Oui, et vous voulez qu'on fasse un débat sur les chiffres? Moi, je ne comprends pas. Monsieur le Président, je comprends pas. Aujourd'hui, nous avons un arsenal juridique qui permet à une institution de pouvoir vérifier par elle-même, corriger, recevoir les recours par rapport à tous ces constats que vous avez eu à faire et que tous les autres candidats ont eu à faire. Et cette institution, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a donné des résultats provisoires et elle s'apprête à donner des résultats définitifs. Voilà que dans la Constitution, il est dit que les décisions de la Cour en la matière, c'est-à-dire les résultats définitifs, sont sans recours et s'imposent à tous les Béninois. Qu'en serait-il lorsque la Cour constitutionnelle va donner les résultats définitifs du scrutin du 13 mars dernier? Avant d'arriver aux résultats définitifs, permettez-moi de commenter les conséquences des résultats provisoires. Lorsque la Cour donne les résultats provisoires, entre les résultats provisoires et les résultats définitifs, la période, c'est une période laissée pour permettre la contestation des résultats provisoires. C'est-à-dire de contester ceux qui estiment qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ces résultats provisoires. Il y a une période qui est fixée pour que... Un délai de 5 jours. Pour qu'ils expriment ces revendications. Et qui sont ceux qui peuvent exprimer ces revendications? Les candidats. Premièrement, les candidats, par recours qu'ils déposent à la Cour constitutionnelle, et la population en faisant savoir les anomalies qu'elle a pu constater pendant le déroulement du scrutin. C'est ça la période de contestation. Avec des preuves, bien sûr. Bien sûr. Et lorsque la population... Et de quelle manière la population manifeste-t-elle ces réclamations? Elle s'exprime et elle dit à tel moment il s'est passé telle chose, à tel moment il s'est passé, et elle proteste contre ces résultats. Mais sous quelle forme? Voilà. Que constatons-nous? Pendant la période prévue pour la contestation, le gouvernement prend un arrêté pour dire personne n'a le droit de contester. Dans les rues. Mais la population conteste comment? Il conteste à son domicile? Vous avez la possibilité de faire des recours. Non, au-delà le recours, ce sont les candidats. Oui, mais les gens peuvent faire des conférences de presse, ils peuvent faire des déclarations. Ce qui est interdit, ce sont les marches dans les rues. Mais pourquoi? C'est une forme de protestation. Oui, c'est une forme d'expression. Est-ce que vous avez déposé, votre candidat, déposé des recours? Il a déposé. Lui, pour demander l'annulation du scrutin. Il dépose pour annulation partielle ou totale. Et nous allons en venir là. Mais lui, les candidats ont pour mode d'expression le recours à la Cour constitutionnelle. Le reste de la population a pour mode d'expression de la contestation des résultats toutes les formes démocratiques qui sont... pas attendre la fin, c'est-à-dire le résultat définitif avant. Mais si vous attendez... Mais non. La Constitution prévoit une période de contestation. Si vous laissez cette période de contestation... Pas dans les rues. La Constitution a prévu... Vous ne voulez pas que ce soit dans les rues? Monsieur le Président, la Constitution a prévu que ce sont les candidats qui peuvent faire des recours pour protester contre les décisions rendues par la Cour, c'est-à-dire la décision provisoire. Toutes les populations ont eu à faire un choix pour un candidat ou pour un autre. Pourquoi ces populations qui ont pu constater des dysfonctionnements éventuels ne peuvent pas recourir à leur candidat pour dire nous avons constaté si dans telle zone et donc amener le candidat à faire des recours au lieu d'utiliser une voie, la voie de la force, de la rue qui est une voie dont on ne peut pas mesurer toutes les conséquences. D'abord, je voudrais que nous puissions nous convaincre que les manifestations de rue ne dégénèrent en violence que lorsque le gouvernement en face les réprime.
Mais lorsque vous Pardon, allumez s'il des vous plaît. pneus et que Je vous les dis, forces de l'ordre dans interviennent tous les après. pays du monde, la manifestation dans la rue ne dégénère en violence que lorsque le gouvernement en place utilise la force pour l'empêcher. Dans tous les pays où les manifestations sont libres, Toutes les manifestations ne autorisées, sont pas pacifiques. et que les auteurs, ceux qui l'expriment, ceux qui l'organisent, affirment leur intention pacifique de le faire, personne n'a trouvé quelque chose sur eux, vous constaterez que tout se passe normalement. Cela dit, je veux revenir au fait que la période des 5 jours est une période de contestation des résultats. Et donc que le gouvernement, en empêchant la population d'exprimer sa contestation, viole l'esprit de la Constitution. Pourquoi? La Constitution dit, pour passer des résultats provisoires aux résultats définitifs, la Cour tient compte, d'une part, des recours formulés par les candidats, mais d'autre part, de ce que elle-même, la Cour, A pu constater. a pu constater. Pourquoi ne voulez-vous pas que les populations fassent constater à la Cour directement, par elles-mêmes, qu'elles ne sont pas d'accord sur le résultat? Mais est-ce que- Pourquoi vous voulez empêcher ça? Est-ce que Monsieur vous le avez Président, oublié Pourquoi? Monsieur le Président, à supposer que c'est vrai, on vous suit dans votre analyse, Oui. vous dites que le gouvernement, en prenant cette décision, elle viole la Constitution. Oui. Mais pourquoi alors ne pas recourir à la Cour constitutionnelle pour sanctionner cette violation de la Constitution? Mais lorsque la période de 5 jours de contestation sera passée, si vous faites le recours pour dire on m'a empêché pendant la période de contestation de contester, enfin c'est ridicule quand même, Ouais. je crois. Vous avez aussi oublié qu'en 2001, vous avez vos premières manifestations de la Renaissance du Bénin qui voulaient protester contre les Mais c'est résultats. mauvais. Là, devant leur siège Mais ici. je n'ai jamais dit que c'est une bonne chose. Vous étiez au gouvernement en ce temps. en Mais je 2020. n'ai jamais dit que c'est une bonne chose. Ça, je continue de Donc ce dire n'est que que la le retour du répression... bâton. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait mauvaise chose qu'il faut... Ça ne vous donne pas l'obligation d'en faire autant. Oui, et mais- même d'en faire plus. Non, mais Je pense que le concours Tout pour à fait. mal faire n'est pas un concours. je voulais très juste digne. rappeler pour l'histoire que à l'époque où vous étiez président de l'Assemblée nationale, où vos collègues aujourd'hui amis vous incriminaient, vous avez dit qu'il n'y a pas de jurisprudence dans l'illégalité. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas... Oui, mais parce que encore quelqu'un a que- mal fait... Non mais, Encore J'ai qu'aujourd'hui, dit, il y a quoi? des voies de recours. la voie de recours, le fait grave, à mon avis, qu'il ne faut pas banaliser, c'est qu'un gouvernement interdise pendant la période constitutionnelle de contestation, qu'il interdise la contestation D'accord. Monsieur le Président. et réprime dans le sens. J'ai entendu ce commissaire se vanter d'avoir été un brutal, mais c'est grave quand même. Et pendant la période de contestation, Ils ont- lorsqu'on dit La police a le d'attendre, monopole légal de la violence. n'est-ce pas, Après les sommations... que elle c'est peut élégamment utiliser- dit, mais je crois que la réalité de notre pays, si nous voulons avancer, faisons en sorte que la démocratie gagne du terrain. D'accord. Et Mais pour que la démocratie gagne du terrain, laissons les populations s'exprimer. alors, Et si on les laisse s'exprimer, il n'y a pas de violence. La violence d'État est la principale source des difficultés dans les pays. est-ce que vous-même Et vous la avez appelé vos violence- partisans à l'apaisement? Jusqu'à présent, avez-vous vu quelque part, celui qu'il faut apaiser, c'est celui qui tape. Ou celui Pour qui lui brûle dire- les pneus. Pour lui dire, oui, même celui-là, celui qui est en train de donner des coups de matraque et qui blesse, qui voit le sang gicler, continue de taper. C'est celui-là qu'il faut D'accord. calmer. Bon, dire, monsieur mais le On va Président, revenir ce au n'est pas recours. bien. Oui, mais On monsieur va le revenir à Président, votre Dites recours. oui, ça au moins. oui, c'est vrai que vous avez l'occasion de le dire. Mais maintenant, venons-en à la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle donne demain, par exemple, les résultats définitifs, quelle serait, vous, votre position en tant que président de l'Union fait la nation? Est-ce que vous allez appeler vos partisans à dire la Cour a parlé, c'est le dernier recours? Ou alors vous allez utiliser d'autres formes de protestation? Est-ce qu'il n'est pas encore mieux d'accepter l'injustice
au désordre, parce que l'injustice, on peut toujours la corriger, mais le désordre, lorsqu'il s'installe, il n'est plus possible de mettre de l'ordre. Oui. Souvent, nous faisons en sorte que progressivement la dictature et la privation des libertés, la violation de la Constitution, toutes choses qui conduisent à la dictature, nous les laissons se sédimenter, s'installer progressivement au nom de la non-violence. Au nom de la non-violence. Et au bout, finalement, on arrive à des situations de violence très graves, plus graves que ce qu'on a voulu éviter. J'ai été, moi, très attentif pendant la campagne électorale à ce qui est au slogan, au mot d'ordre, disons, à l'argumentaire. Il y avait beaucoup d'appels à la paix. Oui, oui. Et ces appels à la paix se refusent à s'occuper de ceux qui troublent la paix. De ceux qui troublent la paix. Et deuxième chose, le grand slogan, c'est de dire, ah ben vous savez, si je prends, puisque c'est le candidat que la Cour constitutionnelle a proclamé provisoirement gagnant, si je prends le candidat Boni Yayi, on dit voilà, vous savez, il a acquis de l'expérience. Et donc, c'est maintenant le moment de le reconduire parce qu'il a acquis de l'expérience et nous voyons les manifestations déjà de cette expérience-là. Ce que je veux souligner, c'est que je parie que dans 5 ans, si la Cour disait que c'est lui qui a gagné et qu'il reste, je parie que dans 5 ans, il gagnera encore, il aura acquis beaucoup plus d'expérience qu'aujourd'hui. Mais il y a des verrous de la Constitution. Il aura acquis beaucoup plus d'expérience qu'aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi. Alors qu'il aura acquis plus d'expérience qu'aujourd'hui, on le laisserait partir. C'est ça qu'on prépare. Pardon, c'est ça qu'on prépare en disant, comme il a acquis beaucoup d'expérience, il faut le... Ne parlons pas encore du candidat Boni Yayi. Vous avez déposé une annulation partielle ou définitive du scrutin. Qu'est-ce que vous attendez de la Cour? J'attends l'annulation partielle. C'est les cantines qui sont arrivées en retard à la Cour constitutionnelle, donc qui sont arrivées dans le délai illégal, qui ne peuvent pas être considérés comme les documents électoraux. Ces cantines sont venus d'où? Les documents électoraux, quelle que soit la zone d'où ces cantines sont venues, tout document électoral acheminé hors délai doit être mis de côté. Tout document transmis dans des cantines non fermées, donc manipulé en cours de route, doit être mis de côté. Donc, lorsque nous parlons d'annulation partielle, c'est cela. Et lorsque ces annulations partielles atteindront un niveau que la Cour estimera que, compte tenu de cela, le scrutin lui-même mérite d'être revu, qu'elle l'annule totalement. Donc nous avons, dans le recours, structuré ce que nous voulons. D'abord, qu'est-ce qui doit être annulé? Et c'est ça l'annulation partielle du scrutin. Et l'annulation totale, lorsque on verra que le niveau d'annulation est tel que le scrutin lui-même ne peut pas être validé. Oui, et si la Cour vous dégoûtait? Parce que lorsqu'on saisit une juridiction, c'est dans l'intention de gagner, mais on peut perdre aussi. C'est l'un ou l'autre. Oui, j'espère bien que nous allons gagner. Parce que oui, mais si l'évidence... Non, mais enfin, quand même. Écoutez, si la Cour, par elle-même, n'a pas vu ce que nous avons tous vu, là. Si la Cour n'a pas vu l'hélicoptère transporter des choses, si la Cour n'a pas interdit. Est-ce que la loi dit les formes de transport? Non, la loi ne dit pas ça. La loi, vous savez, la Sénat a eu recours à l'armée. Et l'hélicoptère appartient aussi à l'armée. C'est ce que on nous a répondu du côté de la Sénat. Vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un parce qu'il ne vous a pas dit bonjour. Mais c'est mieux quand même qu'il vous dise bonjour. Donc ce n'est pas forcément la loi qui régit tous les comportements. La loi régit des choses, mais la bienséance, l'équité
la justice commande à ce qu'on se comporte de telle ou telle façon. Et lorsque c'est vous qui détenez le pouvoir d'État, vous devez encore faire plus attention que les autres. C'est pour cela que je continue de penser que ce scrutin, lorsqu'on l'aura expurgé de tout ce qui ne va pas, Vous êtes gagnant. et tout le monde, c'est l'évidence même. Oui, mais Et que- Monsieur le Président, Oui. on va faire peut-être un peu des analyses. Vous dites que vous êtes gagnant. Notre pays, par exemple, c'est 12 départements. On a regardé au niveau des différents départements. Votre alliance politique, c'est vrai que vous vous êtes maintenu dans l'OME Plateau, dans le Koufou, avec plus ou moins de bonheur. Mais ailleurs, on a vu que votre coalition n'a pas pu prendre ses marques. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais nous revenons à la case de départ. Si vous mesurez, par exemple, la longueur qui est ici, avec des mètres faux, ce que vous allez donner comme résultat de votre mesure sera faux. Oui, mais pourquoi, Donc, si vous- pourquoi si dans vous les flèches prenez- où vous êtes venu majoritairement en tête, vous ne dites pas qu'il y a eu fraude là-bas? Nous n'avons jamais systématiquement dit qu'il y a telle fraude. Nous avons, là où nous avons constaté les fraudes, nous les dénonçons. Si nos autres concurrents voient des fraudes à des endroits donnés, nous ne les privons pas de la Alors, possibilité de les Rodrigue, dénoncer. si tu permets. Monsieur le Président, en 2001, lorsque la Cour a fait la proclamation des résultats provisoires, elle vous a enlevé assez de voix où vous étiez à 4%. Il y avait une erreur matérielle qui s'est glissée. Et avant cela, que la Cour ne puisse corriger dans la même journée, on s'était rapproché de vous pour dire que voilà quelles sont vos consignes de vote. Vous avez dit que vous ne parlerez pas tant que la Cour n'a pas statué par rapport à votre recours. Et maintenant, off record, on vous disait, et si la Cour n'acceptait pas votre requête, vous avez dit que vous êtes un démocrate, vous vous soumettrez aux décisions de la Cour. Aujourd'hui, en 2011, 10 ans plus tard, est-ce que M. Bruno Amoussou va joindre sa voix aux appels hystériques ou alors il dira aux Béninois que, quelle que soit la décision de la Cour, il continuera d'être un bon démocrate? Toute institution vaut ce que les hommes chargés de les animer. Voilà. Voilà. Donc, j'attends la décision de la Cour avant de dire ce que je veux faire. Si, de toute évidence, les choses qui sont claires et nettes, puisque nous avons déjà vu par le passé des décisions de la Cour qui nous paraissent vraiment des décisions qui mériteraient d'être... Entre vous, les députés, entre vous, les responsables de l'Union fait la nation, comment vous faites? C'est la même consigne, on attend? Nous avons même publié une déclaration sur les décisions de la Cour relatives aux lois électorales pour montrer que certaines de ces décisions ne reposaient pas sur la loi. Nous l'avons montré. Alors. Donc, nous n'excluons pas que dans les résultats qui seront donnés, que ces résultats D'accord, on ne vous soient pas résume conformes à la loi. Donc, nous regarderons et vous attendez. attentivement ce qui sera dit. Et en fonction de ce qui sera dit, Vous réagirez. nous prendrons nos Alors, décisions. vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu, pendant le vote de la présidentielle, carte d'électeur pour les mineurs, multiples cartes d'électeurs pour certains votants. Le vote a été possible partout et que les registres de dérogation n'ont pas été pris en compte. Mais voilà que dans quelques jours, dans quelques semaines, on ira encore à un autre scrutin, c'est-à-dire les législatives. Et ça, ce que vous avez dénoncé risque de revenir encore sur le tapis. Quelle sera alors votre, disons, votre position? Qu'est-ce que vous allez faire au niveau de l'Union fait la nation pour ces législatives? Hier soir, nous avons déposé un dossier pour marquer notre volonté de participer aux élections législatives. En même temps, nous voudrions énoncer de la façon la plus claire possible les conditions dans lesquelles nous pensons que des élections peuvent être organisées aujourd'hui dans notre pays pour être des élections crédibles. Et de ce point de vue, nous pensons qu'il faut d'abord purger complètement la liste électorale. Et Dans quel délai? les organismes chargés de cela nous diront
quel est le délai dont ils ont besoin pour exécuter cette tâche. Donc, publier la liste électorale, bureau de vote par bureau de vote, Ça, c'est faisable. et ramener dans les bureaux de vote les personnes qui ont l'habitude de voter dans ces bureaux de vote, là, pour ne pas envoyer des gens à 15 km, à 20 km, etc. Première chose. Donc, afficher, faire savoir, publier sur Internet, comme la loi l'exige, publier sur Internet la liste électorale pour qu'on sache qui sont les votants dans notre pays, qui sont les inscrits dans notre pays. Première chose. Deuxièmement, il faut publier, établir et publier la liste des bureaux de vote. La liste des bureaux de vote. Pour qu'on sache que voilà les bureaux de vote dans lesquels on va voter prochainement. Troisièmement, il faut placer ces bureaux de vote dans les lieux où habituellement les populations s'en vont voter. Il ne sert à rien de dire qu'on déplace les bureaux de vote parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de bureaux de vote sous un arbre et de faire la même chose. Là où moi-même j'ai voté au présidentiel à Azové, dans le village d'Azové, on a déplacé le bureau de vote de plus d'1,5 km, peut-être 2 km, de l'endroit où je vote habituellement. On l'a déplacé à l'école parce qu'on dit qu'il ne faut pas que ce soit sous un arbre. Mais dans l'école, il y a eu 7 bureaux de vote, il n'y a pas assez de classes et les bureaux de vote sont sous des arbres à l'école. Donc ça ne sert à rien de le déplacer du dessous d'arbres à côté de la maison des votants et d'aller le mettre sous un arbre à l'école. Ça ne sert à rien. Donc, publier la liste des bureaux de vote et indiquer leur localisation le plus proche possible des populations. Quatrièmement, nous estimons que les votes dérogatoires doivent être revus complètement pour qu'il ne soit pas un mode généralisé de vote, mais un mode exceptionnel. Oui, mais lié au fait qu'il faut que les électeurs votent avec les instruments ordinaires. Cinquièmement, on a autorisé au cours des élections présidentielles les électeurs à voter avec les cartes d'électeurs ou avec les certificats d'enregistrement. Or, on a laissé aux électeurs et les cartes d'électeurs et les certificats d'enregistrement, ce qui fait que beaucoup détiennent les deux instruments qu'on a admis comme instruments de vote. Maintenant, on a le temps, donc ce n'est plus possible. Nous indiquons les conditions dans lesquelles nous pensons que des élections peuvent être correctement organisées. Et ensuite, l'organisation même des votes, que les dispositions soient prises afin que les bulletins de vote qui portent des numéros sur les souches et non sur les bulletins, nous ne savons pas pourquoi on met. C'est comme si vous faites un chèque, il y a un numéro sur la souche, mais il n'y a pas de numéro sur le chèque. Comment vous allez faire le rapprochement pour ça? À quoi ça sert le numéro qui est sur la souche? Donc ça nous paraît complètement des choses à revoir. Et c'est pour ça que, tout en ayant déposé des dossiers, nous apprécierons le moment venu, les conditions dans lesquelles... Vous avez saisi qui par rapport à ces conditions que vous posez? Oui, mais justement, même avant que vous ne puissiez répondre, Monsieur le Président, Oui. Votre union, l'Union fait la nation, a des représentants à la Sénat. Le poste de vice-président chargé de l'organisation des élections échoua à cette union-là. Est-ce que, à ce niveau-là, vous n'avez pas parlé à vos représentants pour qu'ils puissent faire changer cet état de choses, ces dysfonctionnements que vous avez constatés? Non, la Sénat, selon nous, ne devrait pas fonctionner comme vous l'indiquez. En ce sens que ce n'est pas un rassemblement de représentants de forces politiques ou de groupes politiques. Mais c'est tout comme. C'est un... Oui, enfin, nous nous efforçons de respecter sa cohérence. Nous savons qu'il n'en est pas ainsi pour tout le monde. Mais enfin, permettez que nous essayons, nous nous efforçons de respecter cela. Donc, nous considérons la Sénat comme
un organisme chargé d'organiser les élections. Les gens qui ont été désignés remplissent des fonctions et nous les laissons remplir ces fonctions-là. Donc ce que je suis en train d'énumérer, nous estimons que c'est des éléments, des conditions que la Sénat doit prendre en compte. C'est la Sénat qui doit les prendre en compte et les mettre en exécution. Si il n'en était pas ainsi, nous aviserons. Mais nous espérons bien. De ne pas participer au vote. Nous aviserons. Si c'est ce qui est fait là, c'est-à-dire que s'il s'agit de légaliser, glorifier, pérorer sur la fraude, jusque-là, ne pas participer aux législatives. Est-ce que ce n'est pas la voie ouverte nous aviserons. Nous aviserons. Oui, on pourra. Vous savez, si un vote sur une élection ne sert à rien, si une élection ne sert qu'à faire en sorte que des décisions préalables. Moi, j'ai commencé à entendre parler de 53%, au moins un mois avant les élections. Vous avez entendu ça où? Mais vous voulez que je vous fasse des confidences sur un plateau de télévision? J'ai commencé à entendre ça. Et puis, le hasard a voulu que, après qu'on ait voté, on a calculé, on a fait le nombre de députés? Non, je veux dire, enfin, on est arrivé à 53. Je suis sûr que bientôt, je saurai quel est le taux. Parlons plus sérieusement. C'est pour dire la chose suivante que si des élections ne devraient être qu'une mise en scène de quelque chose qui ne reflète pas la volonté du peuple béninois, plusieurs réfléchiront par 4 fois avant de s'y engager. Et je pense que notre lutte, que certains ne comprennent pas, n'est pas seulement une lutte. J'entends beaucoup de gens dire, voilà, ils n'ont qu'à laisser, c'est Dieu qui désigne le chef, sinon il va y avoir la violence. Vous allez laisser? Et attendez, j'entends tous ces discours-là. Je veux dire que c'est comme ça que petit à petit se met en place les régimes dictatoriaux. Et c'est comme ça que ceux qui se révoltent aujourd'hui dans certains pays, avant, lorsque les mouvements ont commencé, les privations de liberté ont commencé, ils n'ont pas voulu lutter, ils n'ont pas voulu se battre. Donc, vous ne voulez pas laisser? Nous ne voulons pas que les libertés disparaissent dans notre pays. Alors, nous voulons que les libertés restent. Et je vous assure que c'est un... J'ai le sentiment de m'entêter sur la question des libertés, mais c'est fondamental. Parce que si on ne l'a pas, on y reviendra à la fin. Le reste... Revenons aux législatives. Oui. Hier, vous avez déposé les dossiers pour ces élections. Vous êtes le président de l'Union fait la Nation. L'accouchement a apparemment été difficile parce qu'il y a le RDL Vivotin de Séverin Adovi qui a claqué la porte. Oui, vous savez, c'est un exercice extrêmement difficile de faire une liste électorale pour les élections législatives. C'est encore plus difficile lorsqu'on a une coalition de formation politique. Chacun avec ses égos. Oui, de formation. Avec ses intérêts, ses préoccupations, ses souhaits. C'est très difficile. Mais nous y sommes arrivés. Nous y sommes arrivés et je dois féliciter, moi, tous les groupes, enfin, toutes les composantes de l'Union fait la Nation. Parce que moi-même, je n'espérais pas que nous arriverions aussi facilement. Parce que j'ai déjà dirigé une autre coalition par le passé. J'ai vu un peu l'exercice. Mais cette fois-ci, les gens ont fait preuve d'une telle compréhension mutuelle, d'une telle solidarité. Il y a eu beaucoup de concessions. Oui. Et c'est ça qui fait que je crois aujourd'hui, là, je crois plus que jamais en l'avenir de l'Union. Vous allez voir. Les grandes lignes, c'est-à-dire... Monsieur le Président, oui. On a vu par exemple que le président Humbreji a décidé de ne pas être candidat pour ces élections. Par contre, Mme Rosine Soglo conduit votre liste à Cotonou dans la 16e circonscription et vous-même dans le Koufou. Oui. Est-ce que vous prenez définitivement la retraite ou alors vous allez conduire la liste dans le Koufou? Ne soyez pas pressés, ça va venir. Non mais la liste est déjà déposée. Oui, non, mais je suis candidat, là. Donc,
Mais le retrait, puis il parle de retrait, c'est pour ça que je lui dis de ne pas être pressé. Non, je ne suis pas pressé. Je veux juste que vous informez les populations, puisqu'on a vu le président Humbedi qui n'est pas candidat à Porto Nouveau. On a vu la présidente Rosine Soglo, dont on a annoncé aussi le repos, mais elle est toujours candidate. On voulait juste que vous puissiez lever un coin de voile sur votre candidature. Le président Humbedi a dit: j'ai gagné les élections présidentielles, je suis l'élu des Béninois. Okay? On n'a pas encore donné le résultat définitif. Il n'est pas logique que dans l'attente des résultats définitifs, il soit candidat aux élections législatives. Donc, de façon, disons, subséquente, il n'est pas candidat aux élections législatives. En droite ligne de ce qu'il a dit et de ce que nous avons constaté, nous. Quelle que soit la décision de la Cour, on verra. Mais il ne peut pas être candidat. Cela dit, et donc il a bien fait. Cela dit, je reviens au fait que l'accouchement a été difficile, effectivement, pour la liste électorale de l'Union fait la nation. Nous y sommes parvenus, Dieu merci, et nous souhaitons vivement que petit à petit se forment dans notre pays des groupes politiques en mesure de diriger le pays avec qu'est-ce qui a conviction. mécontenté Séverin Adjovi pour qu'il claque la porte? Parce qu'on l'a entendu ce matin, ce midi, dire qu'on l'a positionné quatrième. Oui, c'est le positionnement. C'est ça, il vous a dit la pure vérité. C'est ça, c'est le positionnement. Et comme dans la circonscription où il se trouve, il y a trois anciens députés qui sont dans votre groupe. Qui sont déjà dans le groupe. Le classement a posé problème et il a préféré aller faire une autre liste, mais cela ne préjuge pas de l'avenir de nos relations. C'est un moment de difficulté, mais nous allons les résoudre assez facilement. Combien de députés pour ces législatives? Mais le maximum. Voilà une bonne réponse. Oui, le maximum par rapport... Vous avez vu au moins les résultats. On sort d'une élection présidentielle. Les élections se succèdent bien sûr, mais ne se ressemblent pas. Et nous sommes en train d'examiner très attentivement ces résultats pour voir exactement ce qui n'a pas marché à certains niveaux. Voilà, exactement. Et je pense qu'avec les corrections que nous allons apporter, notre groupe, la dernière fois, avait entre 30 et 35 députés. C'était ça que nous avions eu l'autre fois. Ben, si nous pouvons avoir mieux, on ne refuserait pas. Ce que vous avez été reproché au niveau de la présidentielle, c'est que vous n'avez pas beaucoup travaillé sur le terrain, c'est-à-dire certains de vos collègues de l'Union fait la nation qui, au lieu d'être présents sur le terrain, étaient beaucoup plus présents sur les plateaux télé. Oui, nous sommes en pleine analyse de notre campagne et de nos résultats pour voir dans une élection, dans quelque chose du genre, dans une campagne, il y a des choses qui marchent bien et puis il y a d'autres choses qui marchent moins bien. Et l'honnêteté consiste à en faire l'analyse en interne et à corriger ce qui va, ce qui ne va pas. Et nous sommes dans cet exercice-là. Mais comme les élections législatives se présentaient, nous avons préféré avancer dans le cadre de la confection des dossiers. Et maintenant que nous avons déposé déjà ces dossiers, nous allons reprendre l'analyse de nos résultats, de notre campagne, pour voir effectivement là où nous devons faire des efforts et là où, au fond, tout a marché comme nous l'aurions souhaité. Mais dites-vous, vous savez, les élections chez nous, c'est un exercice très éprouvant et difficile. Et le niveau politique de nos populations est une préoccupation de notre jeunesse. Nous devons faire un effort tout particulier de formation de cette jeunesse-là. Le niveau de pauvreté également est un terreau qui fait que l'argent joue un rôle de plus en plus déterminant dans la vie politique de notre pays. Autant de choses sur lesquelles nous devons réfléchir. Et je pense que ce sont là, d'après nous, les enjeux majeurs et non
des théories fumeuses sur la refondation du Bénin, ou Monsieur les le- refondateurs, des histoires comme ça. Monsieur le Président, vous avez tout à l'heure fait part des conditions pour que l'Union fait la nation aille aux élections législatives. Et est-ce que vous prenez l'engagement que vous allez saisir la Sénat en bonne et due forme pour poser ces conditions-là, pour que demain il ne vous soit pas fait reproche de n'en avoir pas parlé que sur un plateau de télévision, et après avoir répondu à cette question, on va vous demander de conclure notre entretien. Oui, vous avez parfaitement raison. Nous allons saisir de façon officielle et par une correspondance la Sénat sur ce que je viens de dire, sur les conditions d'amélioration de notre système électoral. Et ensuite, si ces conditions sont prises en considération, ce sera profitable non pas pour l'Union fait la nation seule, mais pour tous ceux qui participeront à ces élections législatives. Alors, justement, qui va prêter serment le 6 avril? Je ne sais pas, puisque j'attends Moi, la je le décision de la Cour. Ah ben tiens. C'est celui que la Cour va désigner comme président Voilà. définitivement élu. Ah bon, très bien. Vous espérez que ce sera votre candidat? Bien sûr que oui. Pour Bien finir, sûr que monsieur oui, le- qu'il suffit de corriger les dysfonctionnements, les erreurs, les fraudes, et puis bon, On ce vous sera laisse chose finir faite. l'émission, monsieur le ministre. Oui, je suis vraiment heureux que vous m'ayez donné l'occasion de... Vous êtes le bienvenu. Toutes les fois que vous souhaitez parler, vous savez que vous ne parlez pas souvent, et donc c'est un Même si contre. vous avez attendu ces quiproquos électoraux pour venir. Je souhaite vivement que beaucoup de vos collègues aient le même sentiment de sympathie envers nous. Ça nous permettrait de nous exprimer un peu partout. On laisse finir, Mais monsieur. merci beaucoup de m'offrir cette opportunité-là. Je voudrais dire au nom de l'Union fait la nation, d'abord vous remercier pour l'invitation que vous nous avez adressée et le fait que vous nous donnez l'opportunité de partager avec nos compatriotes les préoccupations qui sont les nôtres. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par les questions le post-électoral. Et vous savez que en Afrique aujourd'hui, ces questions post-électorales sont des sources de conflits et de difficultés dans les différents pays. Donc nous devons faire très très attention à ce que nous faisons. C'est pour ça que je reviens, hélas, sur la question des libertés, la question des manifestations, la question pour demander à ce que notre gouvernement s'abstienne de prendre des mesures qui seraient de nature à restreindre les libertés dans le pays. Sinon, après, les choses explosent. Et on le voit aujourd'hui dans les pays du Maghreb ou On ne le ailleurs. souhaite pas. Et oui, mais le souhait doit s'accompagner par des actes concrets qui empêchent qu'on arrive à ces stades-là. Et c'est à cela que nous travaillons à l'Union fait la nation. Notre lutte est une lutte pour que la démocratie continue de survivre dans notre pays. Et nous voudrions lancer un appel à tous ceux qui sont dans ce champ-là, quel que soit le bord auquel ils appartiennent, qu'ils soient préoccupés tous les jours de faire en sorte que la démocratie, la liberté, la solidarité continue de fleurir dans notre pays. Vous C'est attendez ce que une nous disons. étendue du camp d'en face? Nous ne savons pas quelles sont les intentions des uns et des autres. Ce que nous attendons, c'est que la justice soit rendue et que les élections que nous venons de faire, les résultats reflètent effectivement la volonté du peuple béninois. Merci Bruno Amousso. Pour finir, je vais vous parler de l'aphorisme de Jean-Jacques qui dit que chacun voit midi à sa porte, et vous demander si vous savez ce qui nous unit, les hommes politiques et les journalistes. Si vous ne le savez pas, c'est que nous appartenons tous à une même profession, plus aveugle devant les cas quotidiens qui séparent ces pratiques de ces principes, plus mal renseignés sur elles-mêmes. C'est ce qui unit les politiques et les journalistes, et nous espérons que nous allons travailler à corriger cet état de choses. Merci aux téléspectateurs, merci aux auditeurs de Fraternité FM à Parakou, et bonsoir chez vous.